C'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir, Stéphanie Blanchou, à propos de votre pièce « Le temps qu'il faut à bébé girafe pour se tenir debout ». Et c'est un grand plaisir de voir que le public a répondu malgré le beau temps et la chaleur. Malgré la chaleur et les festivités qui se préparent, donc les difficultés de stationnement. Alors, quelques mots pour rappeler la carrière très polyvalente de Stéphanie Blanchou. Donc vous êtes belgo-suisse. Oui, Je ne sais oui. pas si ça a une influence. importance. Non, mon père est suisse donc et ma mère est belge. Je suis née en Belgique, à Bruxelles, et puis on est parti vivre plutôt entre, je dirais, Braine-l'Alleud, et puis on s'est éloigné jusqu'à Nivelles, Arkennes et un peu toute cette zone-là. Et mon père est suisse, et donc qu'est-ce que ça m'a apporté? De belles vacances, et c'est un lieu quand même qui a été souvent un endroit où j'allais écrire, où j'allais composer, et puis où peu à peu j'ai fait des rencontres artistiques et où j'ai finalement fini par travailler. Alors comédienne, diplôme du Conservatoire de Bruxelles. Oui, en fait j'avais commencé une année de langue romane à Saint-Louis. Et puis, à la fin de cette année, j'avais quelques examens de passage et je passais plus de temps à lire à haute voix dans ma chambre les poèmes de Victor Hugo qu'a vraiment mémorisé sur toute sa vie. Et du coup, je me souviens très bien qu'à mon examen de critique historique, le prof m'a dit « Vous savez, mademoiselle, si vous voulez faire le conservatoire, peut-être qu'il faut arrêter d'être ici ». Et donc, j'ai pas passé ma seconde CS et j'ai tenté le conservatoire de Bruxelles que j'ai réussi et donc je suis rentrée là. Alors, d'abord, surtout comédienne de théâtre. Ouais. Enfin, je pense que c'est souvent le parcours en Belgique. Oui, bah c'est sûr que c'est un petit pays au niveau du cinéma et c'est vrai qu'à l'époque, quand on rentrait au conservatoire, simplement le jury, donc tous ceux qui viennent voir les examens de fin d'année, c'est souvent des directeurs de théâtre, donc je dirais que les premiers emplois, les premières propositions, elles viennent de là. Et puis la télé. Et puis la télé, mais quand même longtemps après. Je pense que la première saison d'Ennemis publics, j'ai d'abord fait 1 ou 2 seconds rôles dans des longs métrages, et puis effectivement il y a eu ce casting d'Ennemis publics qui a un peu changé, pas changé ma vie du tout. On est en Belgique, donc la vie ne change jamais pour un artiste radicalement, malheureusement je crois, mais ça c'est un autre débat. Donc non, mais par contre c'est vrai que ça a changé mon activité, il y a eu tout à coup quand même une visibilité. David Quinault, ici présent, je lui dois énormément parce qu'évidemment quand j'ai eu ce rôle d'ennemi public, on m'a dit voilà, tu vas incarner une inspectrice de police, et j'ai dit oulala. Et donc ma crainte, c'était pas ma crainte, c'était d'incarner un rôle de fonction qui, pour moi, sont quand même les rôles les plus difficiles à incarner pour qu'on y croie. Et en plus, il y en a tellement qui l'ont bien fait du côté anglo-saxon, plus que du côté francophone, mais ça aussi, c'est pas le sujet de là. Il y en a évidemment des merveilleux, mais c'est vrai qu'on a en tête des rôles souvent portés par des hommes, de grands acteurs qui incarnent ce genre de personnages, et pour moi c'est quelque chose qui est assez c'est chaque fois un défi en tant qu'acteur quand on nous propose un rôle de fonction, que ça soit une inspectrice ou un médecin ou une avocate, où il faut, je dirais, se détacher déjà de ça pour trouver l'humain qui est en dessous. Et donc il fallait que je me sente tout à fait à l'aise avec la fonction que j'allais devoir incarner, pour pas que je passe 15 minutes à me demander comment est-ce que j'allais tenir une arme, comment est-ce que j'allais rentrer dans une pièce, comment est-ce que j'allais interroger telle ou telle personne. Et donc j'ai eu besoin d'être au contact vraiment de la police. Et grâce à David notamment, j'ai passé plusieurs journées ici à Charleroi. Et puis il m'a beaucoup appris sur comment, de le voir aussi lui dans son quotidien, dans son travail, ses collègues. Et puis une partie d'une équipe à Bruxelles aussi. En fait, aller rencontrer les humains pour passer au-delà de ces premières... passer au-delà de la profession. Et puis le cinéma, avec La Ligne. Et puis le cinéma, donc ça c'était aussi merveilleux, c'était de passer d'un rythme de tournage de série qui est absolument... qui est très sous pression, c'est beaucoup de prises par jour, c'est très peu, c'est beaucoup de séquences par jour et très peu de prises.
Et le cinéma, c'est tout l'inverse, c'est très peu de scènes et beaucoup de prises. Et donc c'était fantastique d'explorer ça aussi. Et c'est vrai qu'après, maintenant ça change, mais il y a quelques années, on avait quand même une tendance, les professionnels, il fallait que ça soit clair pour eux ce qu'on faisait. Est-ce qu'on faisait plus de cinéma, plus de musique ou plus de théâtre? Ils ne comprennent pas bien. Maintenant, ils comprennent un peu mieux parce que je dirais qu'il y a des personnalités ou des acteurs ou des actrices, par exemple françaises, qui passent du cinéma à la musique ou de la musique au théâtre et ça pose plus trop de problèmes. Et ça, c'est quand même quelque chose, je trouve. Moi, je me bats vraiment pour que ce message-là passe aujourd'hui. On ne peut plus dire ou demander, mais on ne comprend pas, qu'est-ce que tu fais, t'écris ou tu joues, mais tu es au cinéma ou tu es au théâtre. Ou en Angleterre et aux États-Unis, les écoles, elles sont complètes. On forme des artistes qui sont capables et qui ont envie de raconter des histoires et de différentes manières. Et pour moi, c'est la même chose. Écrire, c'est une façon de raconter une histoire. Incarner un personnage d'une histoire, c'est une autre façon de la raconter. Et j'ai besoin vraiment de tout ça. Pas parce que j'ai besoin de faire plein de choses, mais plus parce que c'est comme si, sans ça, c'était pas complet pour moi. Et donc, l'écriture, justement, elle est venue très tôt, je pense. Il y a longtemps que vous écrivez? Alors, elle est venue avant même l'envie de jouer. Elle est venue très tôt, de façon tout à fait personnelle, dans ma chambre. Il n'y a rien de très original, mais elle est venue bien avant le désir de jouer. Et quand j'étais au conservatoire, je me suis très vite aperçue qu'on n'allait pas forcément m'engager pour jouer Juliette. Et je me suis dit, bon, si je veux jouer, j'avais pas forcément un physique ultra classique. Aujourd'hui, c'est très différent quand même. Je vois 20 ans après les choix des metteurs en scène et tout ça, mais à l'époque, et je me suis dit, bon, j'ai envie aussi d'écrire pour jouer des choses que j'aimerais jouer. Et donc, j'ai amené avec moi des acteurs, actrices qui sont devenus des amis au fil du temps. Et j'ai commencé à écrire mes spectacles. Et puis, du coup, j'ai vraiment fonctionné en parallèle entre des productions plus classiques où on venait me chercher pour jouer et puis des choses que j'initiais moi-même. Et la chanson. Et la chanson. Composition. Mais ça, alors, c'est vraiment le hasard. C'est-à-dire, quand j'étais au conservatoire, en deuxième année, on avait des cours de formation vocale et où on nous apprenait, voilà, à respirer correctement. Et puis, il y avait des cours de chant avec Annette Sachs, qui était la professeure d'interprétation et qui nous accompagnait au piano sur des chansons qu'elle nous imposait. Elle disait, voilà, on va travailler sur deux chansons pendant une année. Et à la fin de l'année, on se retrouvait avec tout un public à chanter plutôt des chansons du répertoire assez classique. Et on était sans rien, sans micro, pas du tout amplifié. On avait travaillé tout au long de l'année cette chanson. Et j'ai vraiment, alors là pour le coup, découvert ce que physiquement ça me procurait de chanter. Et je me suis dit, mais ça c'est incroyablement réjouissant, ce que je ressens en chantant. Et donc je me suis dit, bon voilà, vraiment c'était un pur plaisir au départ, je vais essayer d'écrire des chansons. Et je me suis entourée évidemment de musiciens pour les mettre en musique. Et puis vraiment, encore une fois, par un concours de circonstances, on s'est dit, tiens, on va envoyer une petite maquette aux Francopholies de Spa. À l'époque, c'était même encore, je crois, une cassette ou un CD. Et puis on a eu une réponse, on a fait partie d'un premier concours. Et de fil en aiguille, les choses se sont un petit peu accélérées. On m'a mis dans un studio pour faire un premier album. Je n'avais jamais été dans un studio. Et puis voilà, il a fallu naviguer avec je dirais ces portes qui s'ouvraient, des petites portes, mais en même temps avec toujours cette difficulté où je devais rappeler que quand même, non, je ne faisais pas que de la musique, on pouvait quand même encore m'appeler pour jouer. Oui. Et à l'inverse, aujourd'hui tout ça est beaucoup plus fluide. Et puis la boxe, qui était le sujet de votre précédente pièce. Oui, alors ça c'est vraiment un hobby. Moi j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, j'ai fait 15 ans de tennis avec de la compétition, donc quand même poussé à un niveau où j'avais beaucoup de tennis par semaine. Et quand je suis rentrée au conservatoire, j'étais un peu en manque de formation corporelle. Les cours de danse me satisfaisaient pas tellement. Et donc en sortant du conservatoire, je me suis dit, il me manque vraiment quelque chose. J'ai toujours été fascinée par ces acteurs anglophones, vraiment, que je trouve absolument
extraordinaire, et parce que ça joue des pieds à la tête. Et je me suis dit, bon, j'aimerais retrouver un sport un peu intense, pas forcément le tennis. Et puis j'étais à un moment de ma vie où c'était compliqué. Et le spectacle raconte ça vraiment. Et je me suis retrouvée tout à coup dans une salle de boxe à me dire, qu'est-ce que je fous là? Ça va jamais aller pour moi de faire un sport pareil. Au bout d'une heure, j'étais presque en train de vomir avec le niveau de cardio que ça nécessitait. Je fumais à l'époque un peu, et donc j'ai tout à fait arrêté du jour au lendemain avec ce sport. Et puis je suis devenue vraiment addict à ce sport. J'ai été complètement guidée par le coach de cette salle de boxe, qui était une petite salle de boxe place Anne Essens, Ben Messaoud, qui est un ancien boxeur et qui est prof de boxe et qui vraiment sauve les gens, je le pense vraiment. Et moi, j'ai été complètement sous le charme de cet entraînement, et donc j'y ai fini par y aller 3 fois par semaine. Et un jour, je me suis dit, je vais écrire là-dessus, parce que je crois qu'on a quand même une très mauvaise image de ce sport. Moi, le but n'a jamais été de faire de la compétition, mais l'entraînement et la discipline et ce que moi, ça m'a apporté comme actrice aussi et comme femme, je me suis dit, j'ai envie d'en parler. Et du coup, ce qui était merveilleux avec Poids Plume, c'est qu'on est parti de l'histoire d'une fille qui se sépare et qui, du jour au lendemain, se retrouve dans une salle de boxe. Et grâce à cet apprentissage et grâce à la boxe, elle retrouve vraiment le goût de la vie et sa séparation. Elle la vit de mieux en mieux. Et à la fin du spectacle, il y a mon coach qui venait pendant 10 minutes boxer avec moi. C'était tout à fait chorégraphié, évidemment, et préparé. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup compté pour moi. Et à partir d'ailleurs de là, maintenant, dans 2 semaines, on ouvre une salle, Ben et moi, on s'est associés pour créer ce qu'on appelle... lui garde évidemment des cours de boxe anglaise, et moi, je donne un atelier 1 fois par semaine en boxe-théâtre, où je travaille essentiellement avec des acteurs, amateurs ou professionnels, qui ont envie au travers de la boxe, de travailler vraiment sur des émotions et grâce aux outils de la boxe, j'arrive, je crois, à transmettre des choses à des acteurs ou même à des gens qui sont pas acteurs, mais en fait, on a vraiment comme uni nos 2 expériences. Et en tout cas, ce qui était merveilleux, c'est qu'on a fait venir au théâtre plein de gens qui n'avaient jamais été au théâtre. Et on a fait venir dans les salles de boxe plein de femmes qui n'auraient jamais poussé la porte d'une salle de boxe. Voilà. On va un peu parler du bébé girafe. Donc, la pièce a été jouée cette année encore au Rhino de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez la présenter un peu au public? Oui, bien sûr. Donc, au départ, le bébé girafe, c'était une commande de Véronique Olmy, qui est donc romancière, que sans doute vous connaissez, et qui à l'époque était directrice d'un festival qui s'appelle le Paris des femmes, qui met en avant des auteurs peu connus et également des auteurs plus confirmés, uniquement féminines, et c'est un festival qui a lieu 1 fois par an à Paris. Et il y a chaque fois une commande sur un thème précis. Et donc elle m'a appelée, elle m'a demandé si j'étais d'accord d'écrire un texte. Ça devait durer 30 minutes et ça devait être autour du thème de crime et châtiment. Et par le plus grand des hasards, à ce moment-là, précisément, je venais de terminer des ateliers théâtre à la prison des femmes de Berkendal, où Patricia Ouyou, qui était ma prof de théâtre au conservatoire et qui malheureusement est décédée il y a quelques années, je l'ai donc accompagnée pour donner ces ateliers de théâtre à Berkendal. Et donc, je dirais que le milieu carcéral était pas très loin dans ma tête. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce qu'on m'impose, là, 30 minutes sur le thème de crime et châtiment. Et donc, assez rapidement est venue cette idée d'une femme qui viendrait rendre visite à sa mère en prison. Et puis, évidemment, en creusant l'écriture, avec les retours de Véronique Olmy, qui suit vraiment l'écriture de ces auteurs, on a creusé cette chose-là, et finalement, l'idée finale, c'était que cette femme, donc Louise, vient rendre visite à sa mère, mais on va comprendre à un moment dans la pièce que sa mère ne veut plus qu'elle vienne. Et ces 30 minutes qui étaient imposées par la commande de départ, c'est le temps, en fait, du parloir.
c'est le temps du parloir qu'elle n'a plus avec sa mère et du coup, elle vient une fois par semaine simplement sur le banc en face de la prison et elle s'adresse aux gens. Et quand Cathy Ming-Young, la directrice du Rideau, était intéressée par le sujet, j'en ai fait une version plus longue, mais je ne voulais pas rallonger la partie de Louise. Je ne sais pas si je suis très claire, c'est clair ? Et du coup, je me suis dit, je vais amener un autre personnage, et donc le personnage de son frère, Simon, qui lui ne vient jamais rendre visite à sa mère, puisqu'il a peur d'aller la voir en prison. Et puis, il y a évidemment une deuxième histoire qui se greffe en parallèle et qui est tout aussi importante, c'est qu'on comprend au fil du récit que leur mère est en prison, puisqu'elle a tué son compagnon, qui était leur beau-père à eux deux, et qui était un homme violent. Et donc, ils racontent leur enfance commune avec un homme violent qui a frappé leur mère jusqu'au jour où la mère, voilà, elle décide de le tuer. Et donc, on est vraiment voilà, il y a comme deux histoires en parallèle. Et on découvre, je dirais, ces choses peu à peu. Et le spectacle... Donc moi, j'ai livré au départ à Diane Fourdrinier qui a mis en scène ce spectacle, ces deux monologues. Au départ, ces deux monologues. D'ailleurs, dans la pièce, dans le texte, dans le livre, c'est vraiment le monologue de Louise et puis celui de Simon, qui évidemment, lui ment à sa sœur parce qu'il va jamais dire... Il fait croire à sa mère qu'il est parti voyager, mais il est juste dans son appartement cloîtré et il fait croire simplement qu'il n'est pas là. Et il n'ose pas y aller, il n'ose pas venir à ses visites. Et sa sœur n'ose pas lui dire que sa mère ne veut plus qu'elle vienne, parce que c'est trop violent pour elle. Et donc, ils ont une espèce de mensonge réciproque. Mais en tout cas, et Diane Fourdrinier, qui a mis en scène, avait envie de casser complètement ces deux monologues et qu'on soit en fait tous les deux sur le plateau tout le temps. Et qu'on essaie de raconter avec difficulté l'histoire de notre enfance, douloureuse évidemment, mais elle a choisi de le montrer de manière pas du tout réaliste, et c'est vrai que c'est assez décalé comme forme. Et en fait, ces enfants, Simon et Louise, tentent, en faisant un spectacle assez coloré, de raconter une enfance, et peu à peu, voilà, ça va se fissurer, ils n'y arrivent pas trop, parce que évidemment, ça fait surgir des choses, difficiles. Est-ce que certaines de ces thématiques vous ont été inspirées par les ateliers rencontres que vous avez faites en prison ou pas du tout ? Pas du tout, mais par contre, là, je sais pourquoi je me suis positionnée en dehors de la prison. Donc, il n'est jamais question de la prison dans le texte. C'est toujours, justement, il est question de ceux qui sont en dehors de la prison et de cette difficulté et de cette impuissance. Et en donnant les ateliers... à Berkendal, je me suis rendu compte que je crois que c'était impossible pour moi de décrire en fait ce que ressentaient ces femmes. Et je me suis retrouvée dans ces préaux ou ces salles de gym avec 10 femmes à peu près à chaque fois. Alors j'avais en tête un espèce de canevas d'ateliers d'acteurs classiques. Alors au bout de 10 minutes, j'ai bien compris que ça n'allait jamais fonctionner, mes pauvres idées de... Et qu'en fait, il y avait tellement de puissance et j'ai pas d'autre mot que ça, d'humanité, de tout concentré comme ça dans ces corps de femmes, que j'allais pas commencer à leur demander de faire des exercices d'improvisation sur des choses toutes simples, mais qu'on peut faire avec les acteurs des fois, de dire voilà, tu rentres dans un lieu qui t'est cher. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'on allait travailler autrement. On a fait pas mal d'exercices de rythme. Ça, c'est des choses il était question de les aider à s'évader le temps de quelques heures et pas d'aller commencer à chercher comment trouver la vérité ou comment trouver le chemin juste pour arriver à faire semblant d'eux, parce que jouer c'est ça, jouer c'est faire semblant d'eux, mais le mieux possible pour qu'on y croit. Mais c'est quand même toujours faire semblant d'eux. Et donc ça, je me suis aperçue que moi, me mettre dans la peau parce que c'est quand même ce qu'on essaie de faire quand on écrit. Moi, je ne pouvais pas me mettre à la place de ces femmes-là. Et donc, du coup, sans doute, c'était plus facile pour moi, ou je me sentais plus légitime de prendre la place de ceux qui sont en dehors. Il y a une raison particulière d'avoir traité aussi ce thème des violences faites aux femmes ? C'est parce que c'est
En fait, c'est le projet de départ. C'est le projet de départ et en même temps, j'avais beaucoup de contraintes, mais je me souviens très bien, mais notamment quand j'ai travaillé avec Ursula sur la ligne, elle m'a dit oui, mais c'est dans les contraintes qu'on trouve une grande liberté. Au début, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça mais effectivement, en fait, je me suis aperçue que d'avoir des contraintes, qu'on m'impose un sujet, qu'on m'impose une durée, en fait, ça m'a donné beaucoup de liberté. Jamais j'aurais eu cette idée sans ça. Et d'une certaine façon, la violence est aussi au cœur du film La ligne, oui, mais différemment. Alors là, pour le coup, je dirais qu'on est plus dans l'air du temps avec le bébé girafe, puisqu'évidemment, on parle d'une femme violentée, et que dans la ligne, on est tout à fait à l'inverse de ça, et qu'on parle d'une femme violente. Et donc, et c'est en ça que je trouve que le choix d'Ursula est très audacieux aujourd'hui, en 2023, d'oser montrer une femme qui frappe, qui ne sait pas faire autrement que frapper. Et pourquoi ça serait toujours des personnages masculins ? Non, en fait, ça existe aussi du côté féminin. Et d'ailleurs, on avait été voir une association à Genève mais c'est extrêmement tabou, qui soigne des filles qui ont vraiment des problèmes de violence au sein de leur foyer. Et oui, ça existe aussi. Mais on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler, et je dirais que ce n'est pas dans l'air du temps d'aujourd'hui, mais c'est un autre débat aussi. Vous avez mis en exergue de la pièce une citation d'Édouard Louis, un œuvre vous disant déjà « Je connaissais le goût de la mélancolie et du désespoir ». Ah, vous l'avez vu. Ah oui, c'est dans le... Ah, je l'ai mis là. Enfin, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi. Oui, j'avais mis ça dans mon dossier. Oui. Oui, ben, c'est-à-dire que tout à coup, c'est quoi de grandir avec la peur? C'est quoi de grandir en étant dans sa cuisine à se demander quand est-ce que il va y avoir un coup d'éclat, quand est-ce que... et ces enfants qui sont envoyés dans leur chambre et qui entendent en fait derrière la porte. Donc voilà, je trouvais que cette phrase résumait bien ça. Comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on est après, à 40 ans, un homme et une femme, quand on a derrière soi un bagage comme celui-là. Vous avez déjà un peu abordé la question, mais pourquoi finalement ne pas avoir décidé de faire dialoguer le frère et la sœur? Chacun enfermé dans son univers et dans son mensonge? Ben pour moi, c'est plutôt chacun enfermé dans sa solitude. C'était une façon de montrer la solitude encore plus que de les isoler vraiment. Et puis surtout, ils ne sont pas du tout en contact. Après, voilà, le choix de Diane, justement, c'est de les mettre en contact. Donc c'est la première fois qu'il y a un tel écart aussi pour moi entre l'écriture et le jeu, et la présentation. Qu'est-ce que ça fait pour un auteur de voir cet écart entre comment je l'ai imaginé au départ et l'imaginaire du metteur en scène? Pour moi, c'est jamais un problème du tout. À partir du moment où je sais que je vais incarner un des personnages d'une histoire que j'ai racontée et que c'est pas moi qui vais la mettre en scène, c'est le jeu. Voilà, je confie à quelqu'un d'autre juste un texte qui est un matériau parmi d'autres. Et la personne en qui je le confie, ben voilà, j'ai confiance en son regard et je sais que ça va m'emmener ailleurs. Et puis des fois, j'ai vraiment l'envie de le mettre en scène moi parce que je sens que c'est plus juste ou que je sais exactement ce que je veux au niveau de ce qui va se passer sur le plateau. Et alors je fais cette démarche-là dès le départ aussi. J'écris pour des acteurs, je sais que je vais le mettre en scène au final. Et c'est un autre type de travail. Mais vous jouez toujours? Non, pas toujours. Ben, Jackson Bay, je l'avais écrit et mis en scène et du coup, j'ai pas joué dedans. C'est trop difficile pour moi d'être sur le plateau et en dehors. J'y arrive pas du tout. Il y en a qui y arrivent, je crois, qui filment leurs répétitions et puis regardent le soir. Mais moi, non. Moi, le soir, je préfère faire d'autres choses que regarder ce que j'ai déjà fait pendant 6 heures. Mais, et justement, pour parler de Jackson Bay, c'est la seule des pièces où il y a plus de personnages. Oui. Habituellement, c'est toujours 2 personnages. C'est parce que si on veut être joué en Belgique, oui, il vaut mieux aller proposer une pièce avec 2. Mais la prochaine sera avec 4, donc on verra bien. Je me demandais si c'était juste pour des raisons financières non. ou si vraiment... Bah non, après Jackson Bay, vraiment, je voulais qu'il y ait 4 personnages, donc j'ai été trouver une coproduction en Suisse et du coup, c'était plus simple. Vous parlez de partition musicale pour oui. la pièce, mais du coup, cette partition, elle a été un peu cassée par la mise en scène. Complètement.
Et vous pouvez quand même parler un peu de cette idée de partition musicale, d'où ça vient, pourquoi? Mais je parle souvent de ça parce que c'est vrai que je crois que de manière très inconsciente, il y a dans mon écriture une forme de musicalité, parce que j'aime infiniment la musique et que c'est vrai que souvent je suis très attentive à la sonorité des phrases, je me mets toujours à la place des acteurs qui vont après se mettre un texte en bouche et il faut qu'on y croie, et quand c'est écrit avec un certain rythme, je crois que c'est plus facile. Et pour Jackson Bay, il y avait notamment Philippe Josette qui jouait dedans, et je me souviens très bien qu'à un moment j'ai besoin d'entendre les acteurs et que je corrige après en fonction du débit, de leur énergie, de leur respiration, et j'essaie d'être vraiment presque du sur-mesure pour eux. Quitte à les surprendre, mais je trouve que ça c'est quand même très important. Vous écrivez toujours avec en tête l'acteur qui va jouer? Toujours. Et il est déjà arrivé, j'imagine, que les pièces soient reprises par Non, d'autres? en fait. Non? Non. Ça arrivera? Peut-être. J'espère. Oui, mais c'est vrai que par exemple, Poids Plume, je serais très surprise de voir quelqu'un qui reprend le rôle. Oui, peut-être. Peut-être. Ce serait un beau défi. Mm-hmm. Oui. Mais c'est vrai, oui, c'est une bonne... je vais réfléchir. Parce qu'à partir du moment où la pièce est publiée... Oui, évidemment. Non, mais je trouve ça super, hein. Oui, bien sûr. Enfin, deux personnages, oui, quand il y avait les scènes à deux. Mais je crois que Dans tes bras, ça a été repris. C'est possible. Ce serait dommage que ce ne soit... Mais j'avais écrit une pièce avec Claude Dénuzet, T'appartenir. Je crois qu'elle a été jouée en Italie. Je ne sais plus trop. C'est fini, c'est fini. C'est écrit, c'est écrit. C'est-à-dire que... Mais quand la pièce est écrite et qu'elle est jouée, j'ai plus de... Complètement. Ben, c'est bien pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Pour moi, c'est le bonheur de l'éphémère, vraiment. Donc c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, il y a toujours ces angoisses de oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, surtout avec le cinéma, parce que là, c'est vraiment, on est sur des délais très courts avec le cinéma. C'est toujours, on peut m'appeler demain pour tourner dans 2 semaines, ou ne jamais m'appeler. Le théâtre, je dirais, a cet avantage, on sait que on peut m'appeler demain pour dans 1 an. Donc c'est à la fois rassurant, mais un peu angoissant à un autre endroit. Mais en fait, c'est vrai que là, par exemple, je suis en train d'écrire un scénario développé par les Films du Fleuve, donc par toute l'équipe des Frères Dardenne. C'est Delphine Thompson qui suit le projet. Et donc c'est merveilleux pour moi cet exercice-là, mais c'est extrêmement long. Entre le moment où on a une idée de scénario et le moment où le film il se tourne, ça prend des années. Le théâtre, c'est beaucoup plus rapide quand même comme processus, en termes d'écriture, en termes de mise en production. Mais j'adore cette chose de me dire, voilà, on est à fond pendant 6 mois, on est à fond pour l'écrire, et puis on est à fond pendant 2 mois de répétition, et puis on est à fond pendant 6 semaines, non, ça n'existe plus trop ça, donc maintenant plutôt pendant 3 semaines de représentation. C'est magnifique si ça tourne la saison d'après, et puis voilà. Et puis, avant, je dis ça comme si c'était facile à vivre, hein, mais oui, je suis pas très nostalgique d'une dernière représentation. Pour moi, c'est idéal quand même, cette chose de jouer 1 mois, 1 mois et demi. Je pourrais pas jouer 6 mois une pièce, vraiment, je vais m'ennuyer, c'est sûr. Vous ne voyez pas à la Comédie Française? Ah si, bien sûr, si un jour on me propose de jouer Bérénice, 6 mois, je veux évidemment bien. Mais... Non mais vraiment, alors évidemment, parce que là, voilà, mais non, c'est vraiment ce qui me plaît aussi, c'est ce... Alors après, il y a le support du texte, mais j'aime aussi qu'il n'y ait pas forcément de support, en fait, avec le théâtre. Ça m'ennuie, les captations au théâtre. Il faut maintenant envoyer des captations pour que... Alors on le fait, mais... J'aime vraiment cette chose de l'art vivant, de l'instant, du partage avec le public, j'adore les répétitions. Et puis c'est fini et c'est super aussi, et vivement le prochain, quoi. Vous parliez du scénario, c'est très différent d'écrire un scénario. C'est une commande ou ça passe comment? Non, c'est extrêmement différent. J'ai appris beaucoup en collaborant sur la ligne avec Ursula qui écrit
seul quasiment ces films avec un co-scénariste qui est Antoine Jacou, qui est suisse. Et puis là, pour La Ligne, on est parti d'une idée toutes les deux et donc on a commencé l'écriture à deux. C'est très, très, très laborieux et très dense comme travail. C'est passionnant, mais ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes. Bien sûr, il y a les mêmes leviers dramaturgiques ou ces choses-là, mais écrire pour le cinéma, c'est vraiment... en tout cas, l'expérience que j'ai eue avec Ursula, elle m'a appris à écrire pour l'image. Et ça n'est pas du tout la même chose que d'écrire pour des corps simplement. Et moi, j'avais l'habitude d'écrire pour des corps, puisque je sais pour qui j'écris, pour des énergies. Je sais que j'ai un espace, qui est le plateau, et tout est permis. En fait, vraiment, tout est permis. Le cinéma, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Alors, d'autres choses sont permises et c'est extraordinaire, mais c'est vraiment un autre rapport au récit. Oui. Et à part ce scénario, vous avez d'autres projets Non, ça me prend beaucoup de temps, ça, déjà. Donc, j'ai ce scénario-là qui me prend beaucoup de temps. Et puis, oui, j'ai un projet d'une nouvelle pièce, donc j'ai le sujet. Et à un moment donné, ça va être très clair comment j'y entre, et alors je vais me mettre à l'écrire. C'est vraiment comme ça que je fonctionne pour le théâtre. Ah oui, mais ça c'est intéressant. Donc vous partez du sujet. Je pars du sujet, je pars d'un début qui tout à coup me convainc, mais je sais ce que je veux raconter avant de m'y mettre. Je pense que c'est encore très différent des romanciers. Voilà, quand je parlais avec par exemple Véronique Olmy, ben bon, elle s'aventure dans des choses... C'est 2 ans, 3 ans d'écriture, écrire un roman, je pense que c'est vraiment fou. Alors évidemment qu'elle se laisse, elle, surprendre par ses personnages et avec un grand talent dramaturgique aussi, hein, mais le théâtre, moi j'ai besoin d'une porte d'entrée, et quand je suis sûre de comment je vais y entrer, alors les choses, elles naissent aussi, évidemment, je me laisse aussi surprendre par mes personnages ou par les situations, mais... je me dis pas, tiens, j'ouvre pas mon ordinateur en me disant, je ne vais pas rester 2 heures devant un écran blanc. Non. Donc le mouvement m'aide à avoir des idées, beaucoup. Donc moi, par exemple, pendant le confinement, j'ai rien créé du tout. Je me suis occupée de mon fils, c'était déjà bien suffisant. Il avait 6 mois, donc et c'était merveilleux aussi, ça. Mais j'ai besoin du mouvement. C'est tout à coup dans un train ou en marchant, ou en étant dans ma voiture, ou en sautant à la corde dans la salle de boxe, que je vais avoir une idée. Et alors, les idées, elles arrivent comme ça. Oui. Pour terminer, après, nous donnerons la parole au public. Oui. Est-ce que je peux vous demander de lire quelques extraits? Ah oui, un ou deux comme ça. Pour découvrir les 2 personnages. Oui, alors ça, c'est un petit bout de Louise. Donc on comprend pas tout de suite, mais à ce moment-là qu'effectivement il y a eu une dernière visite avant que sa mère lui dise de plus venir. La dernière fois que je l'ai vue, arrête de t'excuser, maman. J'ai compté les minutes, décompté les secondes entre les temps morts. Mes mains sont devenues moites. Elle m'a dit comme chaque fois qu'on avait 3/4 d'heure. J'ai dit que je savais qu'on avait 3/4 d'heure. J'ai cherché ses yeux qui quittaient pas ses pieds. Elle m'a dit qu'elle croyait qu'elle devenait myope. A sorti un crayon et une feuille de papier, je lui ai dit de passer un test. Elle ne m'a pas répondu. Elle est restée assise, elle est sortie du monde. Elle m'a dit 3 fois que son tablier était trop grand pour elle. J'ai agrippé ses mains, elle a serré les miennes, elle a fondu en larmes. J'ai dit ça va aller, il ne faut pas s'inquiéter. J'étais même pas capable de passer de l'autre côté de la table. J'ai dit il faut que tu me racontes. J'ai respiré très fort pour pas tomber. Elle a enlevé ses mains des miennes. Elle m'a demandé si on pouvait devenir myope. À 58 ans, j'ai dit que je ne savais pas. J'ai répété « maman » une dizaine de fois. Elle a dit « c'est dommage ». J'ai dit « dommage de quoi ?»« Dommage que ton frère soit pas là ». J'ai dit la prochaine fois. Elle m'a dit « t'as pensé à prendre Vivaldi ?» J'ai demandé le 2e ou le 3e mouvement. Elle a souri un peu, s'est mise à griffonner, m'a dit qu'elle avait chaud. Je lui ai dit « tu sais que j'ai pas fini ma phrase ». Elle m'a dit le 3e mouvement. Et puis elle lui fait entendre un concerto de Vivaldi. Il faut qu'on écoute plus de musique classique. Je t'ai ramené tes 2 pyjamas, j'ai répondu. Elle a repris son crayon, s'est remise à dessiner, j'en pouvais plus de la voir dessiner.
On apprend à mettre en perspective. Maman, j'ai pas de gomme, elle m'a dit, parce que le plus difficile, ce sont les dimensions. Elle a fait une rature, j'ai arraché la feuille et puis j'ai fait comme elle, je me suis excusée. J'ai dit, il faut que tu me racontes. J'ai relevé son visage, réagrippé ses mains, je sais pas ce que j'avais ce jour-là, j'avais la force de ça. J'ai cherché ses yeux, j'ai dit, regarde-moi, je peux pas venir à chaque fois si... Ton frère m'a écrit, il est tellement gentil. Il veut pas te voir, maman, il y arrive pas. Il y arrive pas. Elle a retiré ses mains, elle a repris son dessin, elle l'a plié en 2, puis en 3, puis en 4. Je lui ai dit, tu m'entends ? Maman, la porte s'est ouverte, elle s'est levée. J'ai dit, maman, elle n'a pas réagi. Puis juste avant de sortir, elle s'est arrêtée. Je veux plus que tu viennes, Louise. La dernière fois que je l'ai vue rentrer dans ce parloir, c'était il y a 9 semaines. Ma mère n'a qu'une parole. Après cette fois-là, j'y suis retournée. J'ai d'abord cru qu'elle était en retard. J'ai attendu, puis on est venu me dire qu'elle ne viendrait pas. Je suis revenue la semaine d'après, j'ai attendu. Et puis la semaine d'après, encore celle d'après. On est désolé, mademoiselle, c'est pas la peine d'attendre, elle ne veut pas venir. Je lui dépose son linge tous les mercredis. Je compte le nombre de trous qu'il y a sur le trottoir et je reste là, 45 minutes. C'est le temps réglementaire pour les visites. C'est le temps qu'il faut à un bébé girafe pour se tenir debout quand il sort du ventre de sa mère. J'ai lu ça. Voilà. Oui, c'est pas joyeux, hein. Et ça, c'est un petit extrait de Simon. Donc pendant, voilà, à différents moments, ils sont là avec des souvenirs d'enfance qui sont vraiment, je pense que voilà, c'est ça qui les unit en fait, c'est cette enfance compliquée. Les soirs où il n'était pas là, donc il parle du beau-père. Quand j'étais petit, avant ou après les orages, je me collais à elle dans le canapé. Je lui parlais de mes histoires de foot. Je sentais l'os de sa clavicule qui me rentrait dans la tempe, je faisais comme si c'était confortable, elle bougeait pas. Elle restait là, crispée, en train de me dire « C'est bien Simon, c'est bien. Je suis contente que tu ailles bien, faut pas que tu arrêtes le sport, tu te défoules, c'est bien. » Et puis elle se redressait et moi je relevais la tête. Je relevais la tête et je voyais son profil. Je regardais sa frange un peu décoiffée qui laissait entrevoir une petite bosse qui avait viré au bleu avec un reste de sang qui collait à ses mèches. Et je lui disais, peut-être tu dois te laver les cheveux, maman, peut-être tu dois... J'ai peur de sortir de chez moi. J'ai peur d'aller faire mes courses. Je pense à elle tout le temps. J'ose pas y aller, j'ose pas, j'ai les mains qui sont moites. J'essaie de me souvenir, je refais le film dans ma tête, j'essaie de pas penser, alors je prends des trucs. Je prends des trucs pour dormir, j'ouvre plus grand les fenêtres, je fais comment ? On fait comment ? On fait comment quand on ne peut pas ? On fait comment ? Je fais comment si tu ne me réponds pas ? Elle répond plus à mes lettres depuis 9 semaines. En fait, évidemment, voilà, on va comprendre peu à peu que, mais comme sa sœur n'y va plus, évidemment qu'elle donne plus les lettres que son frère lui demande de donner, et donc évidemment que la mère ne répond plus à son fils non plus. Voilà. C'est pas très... Mais non. en même temps... Mais c'est vraiment aussi après, voilà, Simon, il va être père, donc il y a aussi cette question toujours de l'héritage, qu'est-ce qu'on transmet quand nous-mêmes on nous a transmis cette chose, cette question-là, elle est assez fascinante et universelle, je trouve. Comment on fait avec les bagages qu'on traîne et qu'est-ce que malgré soi on transmet ? On va proposer au public de réagir. Thibaut va commencer. Alors moi, je voudrais vous poser deux questions. La première question, elle a trait à l'écriture. Vous parliez tout à l'heure de ce besoin de vous sentir en mouvement pour écrire, et vous parliez de la spécificité du texte théâtral, qui est un texte qu'il faut se mettre dans la bouche, un texte rythmé. Diriez-vous que ce sont les grands poètes? Et vous parliez tout à l'heure d'Hugo. Moi, je trouve qu'Hugo, ça sonne comme le moteur d'une Harley-Davidson. Est-ce que vous diriez que ce sont les grands poètes qui vous ont mis dans cette
perspective de la langue parlée et du rythme. Et j'ai une deuxième question. Je réponds à la première ou pas? Comme vous voulez. Oui, sinon je vais oublier c'est-à-dire en plus, quand je suis rentrée au conservatoire, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, je suis rentrée en déclamation et en art dramatique. J'ai présenté les deux en me disant, si je ne rentre pas en art dramatique, au moins j'ai la décla, puis mes parents vont me laisser plus ou moins tranquille. Voilà, j'ai arrêté l'université, voilà. Ça n'est pas passé comme une lettre à la poste, évidemment, vous pouvez bien imaginer. Et donc je suis rentrée en déclamation et en art dramatique, et donc j'ai fait les deux. Et c'est vrai que la déclamation m'a ouvert sur la poésie. Et j'ai adoré travailler des textes d'auteurs et des grands auteurs. Et d'ailleurs, souvent, les gens sont surpris quand je leur dis, comme tout à l'heure, un jour je veux jouer Bérénice, mais vraiment, je suis vraiment fascinée par la langue. Et la poésie est quelque chose pour moi qui a beaucoup joué dans mon parcours. Et c'est, disons, j'ai toujours pas très loin de moi, un recueil d'Emily Dickinson ou d'un autre poème. Et puis j'ai un papa qui a dû me transmettre de manière pas du tout volontaire aussi le goût des mots. Alors c'est drôle parce qu'au début j'étais fascinée, puis ces dernières années ça a plutôt eu tendance à m'agacer, mais comme quoi on grandit. Et il me faisait toujours des citations, toujours à table ou en voiture. Ah mais tu sais, un tel a dit que... Puis j'étais un peu admirative de ça quand j'avais 12 ans. Et puis ces dernières années, je dis oui, bon, c'est bon. Voilà, mais ça serait un beau personnage d'ailleurs, quelqu'un qui s'en sort toujours avec des citations. Mais donc oui, bien sûr, la poésie a cette chose-là. Et d'ailleurs, récemment, elle est très connue, évidemment, elle est anglophone, c'est Kate Tempest, qui maintenant est Kate Tempest, et qui écrit des choses extraordinaires et a vraiment une langue et un rythme et un flux et une poésie assez dingue. Donc oui, c'est important pour moi, et la poésie a beaucoup d'importance. Ouais. Je vous remercie. Mais pour moi, le rap, il y a quelque chose de ça. Les grands rappeurs et les grands slammeurs, quelqu'un comme Abdel Malik, par exemple, qui s'accompagne tout à coup du pianiste de Brel pour écrire ses chansons, et qui, lui, est slam, c'est merveilleux. Ça ouvre... Et là aussi, encore une fois, on se dit, voilà, il y a plein de gens qui, a priori, vont dire, oh là là, la poésie. Eh ben non, en fait, grâce à des artistes comme lui, ils ont accès à ça. Mais dire en slam Racine, c'est génial. Hein. Ah, je pense bien, c'est sûr. Pour faire entrer chez les jeunes. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, j'avais annoncé une seconde question. C'est une question, cette fois-ci, qui a trait à la thématique. Vous disiez tout à l'heure que... cette phrase qui m'a vraiment troublé, comment grandir quand on vit dans un monde où tout est précaire et baigné parfois par la violence, et quel individu on devient au-delà de cette violence. Après 18 ans dans des classes face à des adolescents, je suis arrivé à une certitude. Il n'y a pas d'éducation sans émancipation. Et votre spectacle ici se déroule en prison. J'entends, pour avoir lu aussi, que dans Poids Plume, l'émancipation a aussi été traitée. Diriez-vous que l'émancipation a traversé votre œuvre? Ça veut dire, quand vous dites émancipation, il y a quelque chose de l'ordre peut-être quoi, de la résilience ou de... Oui, je pense qu'effectivement, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire prendre un personnage à un moment de sa vie où on ne sait pas d'où il vient. Il y a juste qu'après, quand l'histoire est terminée, ce même personnage va continuer sa vie, pas tout à fait de la même manière que là où on l'a pris, où moi j'ai décidé de zoomer sur lui. Je ne sais pas si c'est très, très clair, mais je dirais, si j'étais cinéaste, c'est vraiment... les personnages vont défiler devant la caméra et je les prends à ce moment-là, et puis je les suis, et puis je les laisse poursuivre leur vie. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a eu un avant et un après le moment que je choisis, moi, d'explorer. Oui. Mais peut-être que ça, c'est la clé aussi de la dramaturgie, en fait. C'est que si vous venez voir une histoire, assister à une histoire avec des êtres humains qui évoluent,
vous êtes sans doute plus rassasié si vous en voyez au moins un s'émanciper, ou en tout cas qu'il y ait un changement qui ait lieu face à nous, quoi. Je crois. C'est aussi la base du théâtre classique. Oui. Mhm. Pourtant, Mais moi, c'est vrai que je ne me dis pas ça en début d'écriture, mais c'est vrai que oui, il faut quand même que je fasse qu'on ait envie de les regarder, et puis que je fasse qu'on ait envie de s'identifier à eux. C'est comique, je vais faire un petit parallèle qui n'a probablement rien à voir, mais moi je donne des cours de promotion sociale et je prends des gens à un moment X, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas où ils sont, mais ce qui est sûr, c'est quand ils vont sortir. Ils auront changé. Et ouais, ils vont continuer leur vie, mais d'une autre manière, et souvent bien mieux. Donc voilà. Non, moi je voulais rebondir sur un truc où jouer, c'est finalement faire semblant. Hein. On essaie de le faire du mieux possible pour que ça ait l'air vrai. Moi, je me souviens d'une anecdote. J'étais figurant sur une scène d'ennemi public dans un hôpital. Mais oui. Où j'étais à contre-jour, et donc tu ne voyais pas mon visage parce que j'étais assez loin. Et à un moment, une fois que la scène a été tournée, tu t'es retourné vers le réalisateur et tu lui as dit, mais celui-là, c'est un vrai flic. Hein. Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai remarqué, effectivement, on jouait une scène dans un couloir d'hôpital, et donc il y avait un policier qui surveillait une chambre, qui était donc, il y avait quelqu'un qui devait être surveillé, qui était dans cette chambre d'hôpital. Et je me souviens très bien qu'à la fin de la séquence, je me suis retournée vers Gary et j'ai dit, mais lui, c'est sûr, c'est pas un figurant, c'est un vrai flic. Et parce qu'effectivement, quoi, c'est vraiment tout le travail toujours de l'acteur, quand je disais tout à l'heure, les rôles de fonction, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a tendance à en faire trop, je crois, et puis il y a voilà, comme quelque chose qui... Ça prend du temps, en fait, quand même. Moi, je crois beaucoup au corps, je pense vraiment que incarner un personnage, c'est pas avec sa tête, c'est avec son corps, c'est comment il respire, comment il regarde, comment il est ému, comment ça se passe, son rapport dans le sol, comment ils regardent les uns les autres, et c'est extrêmement passionnant en tant qu'acteur. C'est pour ça que j'aime bien que ça dure pas trop longtemps au théâtre. C'est bon, une fois qu'on a trouvé, cherché, il faut passer à autre chose. On va pas non plus jouer 6 mois. Donc vous ne seriez pas parti pour une longue série de... je pense par exemple pour un homme, mais enfin au Maigret qu'on a vu pendant... Si, ça c'est pas pareil, parce que le grand bonheur pour moi du cinéma ou des séries, il se situe à un autre endroit que pour le théâtre, c'est-à-dire au théâtre, j'adore répéter. J'adore, vraiment. Chercher, être dirigé, être guidé, essayer des choses, recommencer, se planter. Il y a un rapport au partenaire qui est vraiment unique en théâtre. On est obligé d'être ensemble pour que quelque chose se passe. Au cinéma, on n'est pas toujours obligé d'être ensemble pour que quelque chose se passe. Je pense que c'est mieux, mais ça peut arriver que ça marche même quand on n'est pas ensemble. Mais il y a un truc absolument génial au cinéma, c'est qu'effectivement, le soir, quand la journée de tournage elle est terminée, on sait que le lendemain, on va être sur une autre scène. Et donc, ça se renouvelle tout le temps. Et donc, même si on est parti pour plusieurs saisons d'une série, on est toujours dans une redécouverte, une nouvelle scène. Et donc, cette chose-là, elle est aussi très jouissive. Parce qu'en fait, moi, je fais vraiment ce métier pour la base, c'est-à-dire juste pour jouer. Et donc, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus, quoi. Mais il faut faire les choses bien et respecter... voilà, faut pas se prendre la tête, mais il faut avoir du respect pour son travail, simplement. Mais pour moi, c'est un travail, mais c'est un travail merveilleux que de dire, voilà, ton travail, c'est de jouer. Alors, oui, vraiment, comme les enfants. Voilà, peut-être une dernière question dans le public. Peut-être une simple question, banale. Le titre, comment vous êtes arrivé sur ce titre et où vous l'avez trouvé ou comment vous l'avez trouvé? Mais je voulais indiquer cette idée de la durée. Et c'est pas du tout original, c'est complètement... j'ai regardé sur Google en tapant 45 minutes et j'ai vu des trucs. Et tout à coup, je ne sais pas comment, je suis arrivée sur un article à propos
des girafes. Alors, à peu de choses près, peut-être c'est 1 heure ou 50 minutes, mais on n'est vraiment pas loin de là. Et donc je me suis dit, ah mais ça c'est génial. Voilà. Oui, mais il y a un rapport aussi entre... Et après, on m'a expliqué, alors je l'ignorais totalement, c'est Diane Fourdrinier d'ailleurs, la metteur en scène du spectacle, qui m'a dit, tu sais que la girafe, visiblement, est le symbole de la non-violence. Alors, je ne savais pas ça du tout. Mais pas du tout. Donc oui. Et j'aime bien les titres, les longs titres. C'est plus difficile à mémoriser pour... Pour les gens, oui, bah oui, oui. Merci. Merci. J'ai déçu monsieur, je sens. Hein. Ma pauvre réponse, là. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment ça. C'est une vraie question, les titres. Elle se pose moins en théâtre, en tout cas au cinéma. Il y a toujours un moment donné où ça va être... Dis, c'est quand même pas ton titre définitif. Non, 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 c'est le titre provisoire. Mais c'est vrai, souvent, en fait, je m'aperçois, je sais pas vous, mais c'est les films qui vous ont marqué. On se souvient évidemment très bien des titres et on se dit souvent... Ah oui, je sais pas. C'est difficile de trouver un titre de oui, manière c'est générale, difficile. c'est très difficile. Oui. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil.